Bonsoir à tous. Les prix de plusieurs denrées alimentaires ont augmenté dans la capitale Abidjan. Une inflation sans explication qui fait réagir commerçants et consommateurs. Ils dénoncent la cherté de la vie. Une jeune femme est morte après avoir été étranglée par l'homme qui partageait sa vie. L'homme, un ressortissant guinéen, est depuis porté disparu. Un féminicide qui suscite colère et consternation dans la localité de Tiéni-Séabli. Et puis le Canada est pris dans une vague d'extrême chaleur. Elle a déjà coûté la vie à des dizaines de Canadiens. Les températures sont exceptionnelles, jusqu'à 50 degrés. Je vous le disais donc, depuis plusieurs semaines, les prix de plusieurs denrées alimentaires ont augmenté dans la capitale Abidjan. Une inflation sans explication qui fait réagir commerçants et consommateurs. Ils dénoncent la cherté de la vie. Nadja Eja, Harouna Zeba. Marché d'Anono. Dans cette boutique, il y a encore un mois, le prix de ce riz de 1 kg était fixé à 550 francs CFA. Aujourd'hui, il est passé à 600 francs. Celui de 5 kg, initialement à 2900 francs, est désormais vendu à 3600 francs, soit une augmentation de 700 francs CFA seulement sur ces dernières semaines. Comme le riz, plusieurs produits manufacturés ont subi récemment une augmentation. L'huile comme ça, là, il y a le cas qui coûtait à 225, maintenant qui est à 300. Il y a aussi le lait où on achetait au moins les 500 grammes, là, on achetait ça à 1350, présentement qui est à 1500 francs. Même constat dans les différentes communes de la ville d'Abidjan, à l'instar de Port-Boué. Ismaïla Diallo, commerçant, en perd même des clients. C'est cher tellement, vraiment, c'est trop cher. Le bagage là est trop cher tellement. Les clients, maintenant, c'est pas trop ça, quoi. Sur les étals, dans les marchés, la situation n'est pas meilleure. Vivriers, poissons ou viande, tout ou presque a connu une inflation. La boîte à cuir que nous prenons habituellement à 5 000 nous revient maintenant à 7 000, 7 500 des fois. Les mangues, par exemple, que nous prenons sur le marché, des fois on fait 5 à 500, 4 à 500. Ça devient maintenant 7 à 1000 francs. Tout augmente, on ne comprend rien. Mais moi, je me demande si les salaires augmentent aussi. C'est vrai qu'on ne s'en sort même plus. C'est vraiment difficile, on ne comprend pas pourquoi c'est devenu comme ça, mais c'est compliqué. C'est tout, hein. L'huile, le riz, tout ce qui est denrées alimentaires, tout a augmenté. Donc on ne sait pas d'où vient. On ne peut pas expliquer. Quand on demande, on nous dit que le marché est devenu cher, tout a augmenté, donc c'est là-dessus que nous on reste. Une flambée des prix sans explication qui suscite le ras-le-bol au sein de la population. Comment faire pour nourrir la famille? Parce que vraiment, tout est cher au marché, tout est cher. Voilà. Donc vraiment, bon, je lance l'appel à qui de droit, s'ils peuvent vraiment faire quelque chose, parce que là, vraiment, c'est très difficile. Outre les denrées alimentaires, la cherté des produits concerne plusieurs autres secteurs, notamment celui de la construction, avec l'augmentation du prix des matériaux, tels que le ciment. La communauté guinéenne de Tiéni-Séabli, dans le département de Fakobli, a essuyé la colère des jeunes de cette sous-préfecture suite au meurtre par étranglement d'une jeune fille en classe de 3e. Elle a été tuée par un ressortissant guinéen qui se trouvait être son petit ami. Un féminicide qui a suscité de l'émoi dans cette localité de l'Ouest ivoirien. Les précisions de Pierre Dipomela. Tiéni-Séabli, paisible petite localité dans le département de Fakobli. La population est encore sous le choc, horrifiée par la mort tragique de Guéhi Nadia Charlène, une élève en classe de 3e. Son corps sans vie a été retrouvé lundi aux environs de 11h chez son petit ami, Barry Ismaël. Ce dernier s'est aussitôt évanoui dans la nature avec son grand frère qui l'hébergeait. Guéhi Oscar, l'oncle de la défunte, nous conduit sur le lieu du crime. Quand je suis arrivé, à ce moment, les mamans pleuraient au dehors, là. La petite fille a couché, son pied par là. Corde là au cou, comme ça. Serré à 2 reprises. Pour nous, c'était tout. Ok, c'était pas fini. Vous voyez ces morceaux de pain là, c'était beaucoup, hein. Nous, on a déchiré, mais c'était un morceau de pain qu'il a fendu à 2. Et à partir de là, il a serré ici. La petite. Très fort. Personne n'a vu ça, même les gendarmes qui étaient venus n'ont pas vu ça. Quand les parents m'ont dit, ils m'ont obligé de laver le corps pour qu'on l'accompagne à la morgue,
C'est là que j'ai dit, mais elle est attachée à plusieurs reprises. Et voilà comment hier, vraiment, c'était un événement incroyable. C'est du jamais vu dans nos régions. Dans la cour familiale, c'est la consternation. La mère est en pleurs. Le père, lui, le regard hagard, est sans voix. C'est l'oncle qui se charge de parler. Que perdre un enfant d'abord même, c'est d'abord pas bien. Et puis un enfant que tu as élevé, qui a grandi et qui fait la classe de 3e, qui est meilleur de sa promotion. Tu attends les résultats du BPC et c'est dans ça qu'on t'annonce que ta fille est décédée. Ça me dépasse. Crime odieux dans un village aussi paisible que Tiéni-Séabli. Il n'en fallait pas plus pour une levée de bouclier. La communauté guinéenne de laquelle est issu le présumé meurtrier a été prise pour cible par les jeunes du village. Boutiques et magasins sont mis à sac. La chasse aux Guinéens s'est poursuivie jusqu'au village environnant. Des appels au calme sont lancés à l'aide d'un mégaphone. On demande à toute la jeunesse de rester calme. La justice fera son travail. Le message que nous avons lancé à l'endroit de la population, c'est de garder le calme, de calmer les esprits, de toujours continuer à vivre la cohésion sociale qui a toujours existé entre nous et ces jeunes Guinéens commerçants qui vivent chez nous. Baldé Mamadou, un des doyens de la communauté guinéenne qui vit ici depuis plus de 40 ans, font en excuse. Nous demandons pardon officiellement à nos parents, à nos tuteurs. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Sincèrement, je me mets aux genoux, je demande pardon. Je demande pardon, pardonnez-nous. Les forces de l'ordre renforcées par des cargos de gendarmes venus de Mans parviennent à imposer une accalmie précaire. Les tensions restent vives. Le sous-préfet de Tiéni-Séabli fait le point de la situation. Tous ceux qui avaient leurs biens, qui étaient censés être des biens appartenant à des non-ivoiriens, ont été détruits. Ce sont ces biens-là qui ont été détruits. Mais la précision que j'aimerais apporter, c'est qu'en termes de mort, en termes de perte en vie humaine, c'est uniquement, seulement la jeune fille dont le décès, dont l'assassinat a été l'élément déclencheur, c'est elle seule qui a été la perte en vie humaine. À l'heure actuelle où je vous parle, la situation est en train de se normaliser. Je pourrais même dire que la situation s'est davantage normalisée. Le député de la sous-préfecture est sur le terrain pour constater les dégâts. Pour lui, cette malheureuse situation ne doit pas mettre en mal le vivre ensemble dans la région. Crime rituel ou passionnel, l'enquête ouverte le dira. En attendant, la famille Guéhi, dévastée par cette perte brutale, pleure avec tout le village de Tiéni-Séabli, Nadia Charlène. 95% en 2020 contre 52% en 2021. Que s'est-il passé cette année pour avoir un taux de réussite aussi bas au concours d'entrée en 6e? Comment expliquer cette baisse de plus de 40% en un an? Nadja Eja et Harouna Zeba ont tenté de comprendre. Regardez le reportage. Noura Kamara, âgée de 12 ans, a été reçue à la session 2021 du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE, avec 143 points. Une fierté pour ses parents. Quand elle m'a dit « Maman, j'ai eu », je me suis sentie vraiment heureuse, vraiment soulagée. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Pour arriver à ce résultat, Noura a dû consentir des efforts dans les études. C'est donc avec enthousiasme qu'elle se prépare à rentrer au cycle secondaire. Déjà, je suivais les cours de samedi à l'école. Je suivais aussi les cours du soir. Je me sens fière d'avoir mon CP. L'année prochaine aussi, moi aussi, j'ai porté mon bleu-blanc. Cette année, seulement 286 234 élèves sur 545 689 ont été admis au CEPE, soit un taux de 52,51% contre 95,31% en 2020 et 84,48% en 2019. Une baisse du taux qui pourrait s'expliquer par la pandémie de coronavirus qui a perturbé les cours l'année dernière. L'ouverture des classes après la Covid, c'est sûr que ce n'est pas évident pour les enfants. Donc juste prendre le temps de pouvoir corriger tout ça. Sinon le taux il est très bon, je crois, par rapport à tout ce qu'on a traversé là, pendant les 2 dernières années. Pour certains acteurs néanmoins, la chute du taux de réussite cette année tire sa source de problèmes.
plus profond. Le niveau exact des élèves qu'on a connu cette année, je vous ai dit qu'il y avait des pratiques qu'on a dû abandonner. Quand par exemple la surveillance n'est pas rigoureuse, quand par exemple il y a le politique qui intervient trop, qui dit par exemple il faut tel pourcentage, il va sans dire que eh bien, on pousse les pourcentages. Pour rehausser ce taux, des solutions sont proposées. Le programme ivoirien est déjà bon, basé sur l'expertise de l'approche par compétence, qui est une expertise canadienne. Il est important que l'école puisse être une école qui applique la rigueur. Il faut aussi former nos parents d'élèves à ce qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un grand rôle à jouer auprès de leurs enfants. D'abord, il faut abandonner le passage systématique en classe supérieure, parce qu'on fait passer des élèves qui n'ont pas le niveau. Deuxième chose, il faut relever le niveau de recrutement des acteurs. Et puis, troisièmement, il faut construire des classes. Les états généraux de l'école ivoirienne, annoncés par la nouvelle ministre, sont vivement attendus par les acteurs du système éducatif. C'est une renaissance après avoir subi les âpres de la crise post-électorale de 2010-2011. L'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny renaît de ses cendres. L'établissement qui a pour vocation l'éducation et la formation des femmes est à nouveau opérationnel. Il a fait peau neuve après une réhabilitation initiée par le gouvernement ivoirien. Brice Niawa, Fulgence Kissiedou. Resté depuis près de 20 ans dans un état délabré du fait de la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire, l'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé renaît aujourd'hui de ses cendres. Tous les bâtiments ont été réhabilités afin de faciliter la promotion et la protection de la femme dans le tissu social. Il était totalement dégradé et le président de la République a dit qu'il fallait qu'on réhabilite ce site pour permettre aux jeunes filles de reprendre leur formation et leur apprentissage dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté et d'autonomisation des femmes. Reçu par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cet institut de formation et d'éducation féminine permettra à plus de 500 femmes et filles de bénéficier d'un encadrement de qualité. Les institutions de formation de l'éducation féminine, en abrégé IFEF, au nombre de 130, constituent une opportunité de prise en charge éducative, une école de la deuxième chance pour les populations féminines analphabètes et déscolarisées de notre pays. Pour faire face aux problématiques de 47,4% de taux de pauvreté des femmes et de 63,4% d'analphabétisme aux enjeux du marché de l'emploi, et de la nécessité de favoriser l'insertion économique des auditrices au terme de leur formation, nous avons engagé les réformes des IFEF sur le plan national. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que la population cible, c'est-à-dire les femmes déscolarisées analphabètes, pourront désormais retrouver les maisons pour se former, pour s'informer, pour renforcer les capacités. Aujourd'hui, je suis très contente de voir que mon école est réhabilitée. Je suis très contente. Et je conseille mes soeurs qui ne connaissent pas l'IFEF aussi de venir s'inscrire parce qu'on apprend tout. Créée à l'initiative de l'AFI, l'Association des femmes ivoiriennes, l'institution Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a été cédée le 22 janvier 1970 au ministère en charge de la femme. Durant 4 décennies, elle a été le creuset de la formation et de l'éducation de milliers de femmes, de jeunes filles analphabètes et déscolarisées. Des étudiants en droit ont assisté ce mercredi à une conférence de presse animée par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Il était question pour Epiphane Zorobi de les sensibiliser sur le fléau de la corruption afin qu'ils soient demain des ambassadeurs de la bonne gouvernance. Jean-Michel Quadio, Mathurin Badé. Amener les étudiants juristes à épouser les valeurs d'équité et d'exemplarité. C'est à cet exercice que s'est soumis l'experte en compliance anticorruption au cours de cette conférence à l'initiative du ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. J'ai été très heureuse d'avoir participé à cette conférence. Ça a été très édifiant.
Surtout la conférencière a été brève, nous a donné quelques informations sur, par exemple, la lutte anti-corruption. La corruption est un fait qui existe depuis toujours et donc qui est un fait très important dont on doit lutter vraiment. En tout cas, ça m'a édifié. Pour la conférencière, la corruption est une gangrène qu'il faut combattre à tout prix. Il faut déjà commencer à ne pas payer. Parce que pendant ma présentation, j'ai eu des questions en lien avec les concours. Mais celui qui demande, comme je l'ai dit, est sanctionné parce que c'est lui le corrompu. Mais celui qui paye, c'est le corrupteur. Mais déjà, arrêtons de payer. Si personne ne paye, on n'aura plus de corruption. Si personne ne paye, on n'aura pas des personnes qui vont être sélectionnées parce qu'elles ont payé. Le gouvernement, quant à lui, compte sur la collaboration de la population pour endiguer ce phénomène. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en place des mécanismes pour se défendre contre ce fléau-là, donc pour combattre la corruption. Et je pense qu'avec l'aide des uns et des autres, surtout avec l'appui de la population, nous allons arriver à avoir de meilleurs résultats. Cette conférence s'inscrit dans l'axe d'intensification des actions de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la corruption. C'est une série de conférences qui va se poursuivre dans les administrations publiques et privées. À terme, des comités d'éthique seront installés pour le suivi. Pour faire suite à la cherté de la vie que dénonçaient un peu plus tôt les Ivoiriens, les boulangers de Côte d'Ivoire annoncent une grève lundi prochain en raison notamment de la hausse du prix de la farine. Le pain pourrait donc bientôt manquer dans le pays, une situation qui inquiète les populations. Brice Niawa, Kim Eric. Monsieur Maurice Silla est le responsable achat et approvisionnement dans cette boulangerie située dans la commune de Yopougon. Il a du mal à faire fonctionner cette entreprise comme il le souhaite. Les prix des ingrédients qui servent à la fabrication du pain ont grimpé. Il y a des années d'ici là que le pain est à 150. On est obligé de rester comme ça, puisque l'État fait pression pour ne pas qu'on augmente. Et quand c'est comme ça, vraiment, nous, notre marge a pris un coup. Au moment du coronavirus, ils ont pris comme prétexte que non, les bleus n'y rentrent pas. Ils ont voulu augmenter le prix de la farine, le sac de la farine. Ils ont augmenté. Même raison évoquée par ce gérant d'une autre boulangerie de la commune d'Abobo. Ici, cet opérateur économique n'arrive plus à faire face à ces nombreuses charges. Sa solution, un arrêt de travail. Ce qu'on paye, les employés, nous ne nous dirons pas vraiment les trucs sont chers, augmentation de prix ou pas, mais forcément à la fin du mois, il est là, il faut régler. Les fournisseurs viennent et nous ils sont obligés de récupérer l'argent puisque nous avons donné le produit pour pouvoir commercialiser. Mais à chaque fois, on ne peut pas augmenter le pain, c'est un peu compliqué. Donc ça impacte forcément la vie de la boulangerie. Ça ne peut plus continuer, il faudrait qu'on trouve une solution le plus tôt possible. Le 5 du mois de juillet, nous rentrons en grève si rien n'est fait d'ici là. Une grève consentie par l'ensemble des boulangers de Côte d'Ivoire. Cet arrêt de travail, qui se fera sur toute l'étendue du territoire, survient suite à plusieurs voies de recours infructueuses avec le ministère du Commerce. Il s'agit de faire un arrêt de travail pour interpeller, pour dire que les éléments que nous évoquons, ce ne sont pas des éléments farfelus, ce sont des éléments probants que nous avons, qui font que nous souffrons et il faille qu'on nous écoute. Ce sera l'étendue du territoire, ce sera pour une journée dans un premier temps. Une situation qui alarme déjà les populations. Le pain, il est utilisé partout. Il est utilisé le matin, il est utilisé à midi, il est utilisé le soir. Donc, on va dire à chaque repas, c'est sûr que ça nous impacte vu que on le consomme déjà. Là, les enfants sont en vacances et tout. Le matin, ils sont tous à la maison. C'est pas très évident qu'il n'y ait pas de pain pour le petit déjeuner. Donc, bon, on espère qu'ils vont régler le problème, quoi. Non, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Faut pas, ils vont fermer. Si ça ferme, ça ne nous arrange pas. L'Ivoirien mange beaucoup le pain. Cette grève, prévue pour le lundi 5 juillet 2021, pourrait se prolonger sur plusieurs jours aux grandes dames des consommateurs, si aucune solution n'est trouvée, selon Amadou Koulibaly. Vous allez le voir, on est très très loin des images du Grand Nord canadien. Le bilan en vie humaine s'alourdit dans ce pays, surpris par une grande vague d'extrême chaleur. Des dizaines de personnes ont succombé dans la région de Vancouver. Les autorités attribuent cette surmortalité aux températures records, approchant parfois les 50 degrés Celsius. Pierre Dipomela. Écoles et centres de vaccination contre le Covid-19 fermés.
Épreuves de sélection olympique décalées et habitants réfugiés dans des centres de rafraîchissement. L'ouest du Canada et des États-Unis bat de nouveaux records historiques de température provoqués par un dôme de chaleur d'une rare intensité. Mince, la chaleur est dingue en ce moment. Le seul moyen de rester frais, c'est de manger beaucoup de glace. Les températures sont les mêmes que celles à Séville, en Espagne. C'est à quel point il fait chaud ici. Nous sommes là, plus ou moins, pour amener nos chiens en promenade. Ils ne se comportent pas trop bien. Il fait vraiment, vraiment chaud. Nous avons de temps en temps des vagues de chaleur chaque été. Les étés sont de plus en plus chauds, mais ce n'est jamais aussi grave. Nous n'avons jamais connu des températures de 40 degrés à Vancouver. Les hôtels semblent être complets aussi, car tout le monde s'enfuit. Il faut retrouver un endroit frais avec la climatisation. Ce n'est pas supportable. C'est impossible de sortir alors. Je n'ai jamais vu une telle chose. J'espère que ça ne se reproduira jamais. Ce n'est pas très agréable. C'est trop d'été pour nous ici. Outre les centres de rafraîchissement, les rivières sont aussi prises d'assaut par les populations. Nous sommes ici à South Riverside Drive, à Vancouver, et nous traînons au bord de la rivière Seymour, ce qui nous permet d'échapper à la chaleur. Je suis ici depuis 2006, soit 15 ans presque jour pour jour. Depuis que je suis ici, j'ai connu des journées assez chaudes auxquelles nous avons pu échapper, mais pas autant que maintenant. Des dizaines de personnes sont mortes subitement ces derniers jours dans la région de Vancouver, dans l'ouest du Canada. Une surmortalité directement attribuée par les autorités aux températures caniculaires qui ont atteint 49,5 degrés Celsius, un record absolu pour le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.